monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 22. 22 comme 22, v'là les flics, expression française désuète mais qui fera plaisir aux nostalgiques. Et 22, v'là le sommaire. C'est le pins dont tout le monde parle en Israël, le pins porté par Itamar Ben-Gvir et les membres de son parti hier à la Knesset. Débat sur la peine de mort dans quelques minutes. Stéphanie Robert de l'association Les Rois du Monde répondra ensuite à l'interview du tac au tac. L'actualité est riche, très riche. Quelles informations feront réagir nos débatteurs lors du tour de l'info? Réponse après la pub. Et après le tour de l'info, les débatteurs réagiront à l'inquiétude de Donald Trump sur l'avenir de l'Europe, quand le cousin Joe s'inquiète pour sa vieille tante, un débat civilisationnel. Il est comme un fou car le rappeur SCH a annoncé un concert au Stade de France. Julien Assal aura carte blanche en fin d'émission. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Bah allez, c'est parti. Épisode 22 en compagnie de Myriam Azoghi-Alvax. Bonsoir Myriam, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Bienvenue dans Ça se débat. Merci beaucoup. C'est une première pour vous ce soir? C'est une première, oui. Vous êtes prête? On est prêt. Super, parfait. En face de vous, un habitué de l'émission, Chaim Berkovitz. Comment allez-vous? Très très bien, bonsoir. Vous savez qu'il y a 2 semaines, vous avez surpris beaucoup de monde. Dites-moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lors de l'interview de Julien Rochdi, vous avez eu un positionnement qui n'est pas du tout le même positionnement que vous avez généralement en Israël. Très à droite en Israël et révélation, d'accord avec Rost pour les sujets qui touchent à la France. Surprenant. Eh oui, c'était surprenant même pour moi. Surprenant. Et à Paris, le titulaire indiscutable du mardi soir. Et le mardi, c'est la Ligue des Champions. C'est la crème de la crème. Bonsoir Rost, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, et je suis ravi justement de pouvoir convertir Berkovitch à l'humanité. Non, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Ça va venir. Parce que Julien Rochdi, il a envoyé un message à l'équipe de l'émission en disant « J'ai réussi l'exploit de mettre tout le plateau contre moi ». Voilà. Et enfin, le 4e de cette émission, celui qui s'est confié longuement à Nathalie Dagar et qui n'a pas osé dire quel était son juron préféré. Il a répondu « Fichtre ». Non, mais j'y crois pas une seconde. C'est qu'il est bien élevé, notre gendre idéal. Bonsoir, Simon Moss. Bonsoir. Et si vous n'avez pas vu Confidence avec Simon, l'épisode est disponible en intégralité sur la chaîne YouTube d'Act24 News. Les présentations sont faites. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. Non, l'émission d'hier, qu'est-ce que je raconte? À la question, Israël doit-il refuser la 2e phase du plan Trump pour Gaza tant que le Hamas n'est pas totalement désarmé? Vous êtes d'accord à 93% avec Guillaume Bensoussan. Et à la question, Benyamin Netanyahou est-il trop accroché au pouvoir? Vous êtes d'accord à 59%, c'est plus serré avec Meir Habib. Bravo aux gagnants. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. Pour soutenir un projet de loi autorisant à condamner les personnes reconnues coupables d'attentats terroristes meurtriers à la peine de mort, le ministre en charge de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et 4 députés de son parti, Otzma Yehudit, ont arboré à la Knesset des pins en forme de nœuds coulants. Cette provoque ben-gvirienne a inspiré l'équipe de Ça se débat. Nous avons posé 7 questions à nos débatteurs. La peine de mort pour les terroristes empêchera-t-elle la commission d'attentats en Israël? Chaim défend le oui et Myriam Azoghi défend le non pour son tout premier face-à-face. Ça se débat, saison 1, épisode 22, face-à-face 1, c'est parti. Chaim, vous êtes un habitué, vous connaissez bien le principe. Vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Myriam, c'est cette caméra-là qu'il faut regarder. Vous avez ensuite 1 minute pour vous aussi convaincre les téléspectateurs qui voteront sur le compte Act24 News Instagram. Chaim, c'est à vous. On y va? C'est parti. Alors, quand la prison devient une récompense ou un tremplin, alors il faut que la justice devienne une dissuasion. La peine de mort, c'est le dernier rempart pour protéger la vie des innocents et briser la machine du terrorisme. Un terroriste
qui tue des hommes, des femmes, des enfants et qui sait que ce qu'il attend chez nous, c'est une prison chauffée, c'est un salaire de l'autorité palestinienne qui avoisine les 3200 € par mois, c'est des visites de la famille et c'est souvent une libération contre un échange, eh bien, il récidive. Et ça a été le cas avec Sinwar, mais c'est aussi la possibilité de donner envie à d'autres personnes d'agir avec le terrorisme. Être terroriste, c'était une promotion. Avec la peine de mort, cela va devenir un acte irréversible. La peine de mort va priver toute stratégie pour les organisations terroristes. Ils n'auront plus la possibilité de négocier. Et je finirai par dire que la peine de mort, c'est juste. Myriam, c'est à vous, 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Eh bien, nous, à Raison Garder Israël, que je représente ici ce soir, nous pensons au contraire que cette loi pourrait engager encore plus et déclencher encore plus de vocations, puisque c'est un petit peu, c'est ça qui est surprenant d'ailleurs, c'est que justement le terrorisme palestinien célèbre le martyr et que là, c'est offrir un petit peu sur un plateau d'argent finalement le martyr assuré et non pas aller dans une prison, mais là carrément en finir en martyr par Israël. Ce qui ferait d'une première cas, c'est-à-dire que les familles de ces nouveaux martyrs qui auraient leurs photos affichées partout dans le monde deviendraient des héros et les donations pour les familles seraient décuplées. Donc au contraire de faire ce que prétend le projet de loi, c'est-à-dire de dire que ça va dissuader les terroristes, c'est bien mal connaître quand on voit les terroristes de la Nourba qui ont commis les atrocités du 7 octobre et quand on connaît la glorification du martyr, c'est bien mal les connaître. Merci à tous les deux, vous avez parfaitement respecté 7 minutes. Rost, je commence avec vous. Est-ce que vous votez pour la nouvelle de la promo, Myriam, ou pour votre meilleur ami, Chaim Berkovitz? Évidemment que je vais pas voter pour. Je vois que sur ce point, j'ai pas réussi à convaincre Monsieur Berkovitch. Essayez maintenant. Essayez maintenant. De changer. Mais je pense que la peine de mort, on a vu aux États-Unis, les États où la peine de mort est encore en vigueur restent les États les plus criminogènes. Je veux dire, ça se saurait si c'est ça qui dissuade les gens de faire des conneries. C'est pas ça qui dissuade les gens. J'étais au salon du livre des personnalités ce week-end. Et le salon contre l'illettrisme. Et on a Darius Rojbin qui est venu intervenir pour parler de son bouquin qu'il a publié sur Robert Badinter. Et il racontait un peu ses entretiens avec Badinter, qui parlait justement de la peine de mort, et il disait que il ne s'est pas battu pour qu'on supprime la peine de mort par charité chrétienne, par le pardon, par l'histoire du pardon, mais parce que il est avocat et que ses clients, il entend quand il discute avec eux parfois, ou même quand il rentre dans le box, il entend leur souffle là. Et ce souffle est le souffle d'un être humain malgré tout. Quel que soit ce qu'il ait fait, non. Il y a la prison, il doit aller en prison, il doit payer ce qu'il doit faire. Et en plus de ça, évidemment que là-bas, on rend service à ceux qui veulent se faire exploser pour tuer d'autres personnes. Donc, on en fait des martyrs. Simon, est-ce que ça sera plus difficile pour vous de défendre un État qui applique la peine de mort? Il ne s'agit pas de me mettre dans une position de défendre et d'être un défenseur, automatique ou une boîte, de porte-parole. C'est une question qui se pose pour Israël comme elle se pose pour la France, comme elle se pose pour la plupart des sociétés. C'est une question philosophique, morale, pratique. Et il est vrai que face aux djihadistes, on n'a pas la même problématique que si on était face, par exemple, à des SS ou à des régimes totalitaires, parce que les djihadistes ont cette particularité, et Madame le rappelait tout à fait, le rappelait très bien, de glorifier la mort, de vouloir en fait décrocher cette mort en trophée. Et je me pose vraiment la question, je n'ai pas d'opposition de principe sur la question de la peine de mort, je ne suis pas un radical de la peine de mort, ni un anti-peine de mort, simplement, est-ce que face aux djihadistes qui n'attendent qu'une chose, c'est de mourir en martyr, est-ce que c'est une solution? Eh bien, ça reste à démontrer. J'imagine qu'il n'y a pas trop d'études qui le démontrent. En tout cas, je n'ai pas de position arrêtée là-dessus.
Mais c'est vrai que face à des djihadistes, encore une fois, qui ne cherchent qu'une chose, c'est de mourir en martyr. Alors, vous allez me dire, ils cherchent à mourir au combat. Ou en tout cas ce qui qualifie le combat, même si ça implique de tuer des civils. Alors que si c'était une mise à mort institutionnalisée, peut-être qu'ils ne la décrocheraient pas. Donc vraiment, c'est une question extrêmement sensible, mais je ne vais pas défendre la peine de mort en Israël et pas en France, c'est une question vraiment universelle. Myriam, les défenseurs de la peine de mort, et Chaim l'a dit dans son argumentaire, ils expliquent que le Hamas utilise souvent les prisonniers qui ont du sang sur les mains comme monnaie d'échange en cas s'ils ont des otages israéliens. Ça a été le cas avec Gilad Shalit et on l'a vu depuis le 7 octobre avec tous les otages qui ont été libérés en contrepartie de terroristes qui avaient du sang sur les mains. Israël, pour ceux qui défendent la peine de mort, éliminerait ce problème puisqu'il n'y aurait plus de terroristes avec du sang sur les mains dans les prisons israéliennes, comme monnaie d'échange. Je pense que c'est un petit peu déplacer la question et trouver une solution miracle qu'on aimerait bien tous trouver, parce qu'on ne va pas se mentir, il n'est pas question d'humanisme ou de charité chrétienne, comme on le disait avant. On parle de terroristes qui sont l'incarnation du mal complet et qui n'ont qu'un seul but, c'est de détruire tout juif ou tout israélien, puisqu'il n'y a pas que des juifs d'ailleurs qu'ils assassinent. Donc c'est pas tellement cette question-là. Moi, je pense qu'il me dérange un petit peu dans tout ça, c'est qu'on est en train de parler d'une solution après, d'une solution post, en fait d'un patch pour régler une situation qui n'est pas réglée. C'est un problème qui est plus global. Et après plus de 2 ans de guerre où on nous avait dit que un des 2 buts, c'était de ramener les otages et d'éradiquer le Hamas, on se retrouve en train de discuter encore de savoir comment on va négocier pour la prochaine fois que les Hamas va nous enlever encore des citoyens israéliens. Et ça, c'est un petit peu problématique. Moi, j'aimerais bien que nos politiciens, que nos dirigeants, et c'est pas du tout une affaire partisane, je pense, dans cette question, trouvent une solution enfin globale pour régler cette question, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais non, c'est le même débat. C'est le même débat, c'est ça la question. Je vais vous dire pourquoi c'est un patch. Je vais vous dire pourquoi c'est un autre débat. Aujourd'hui, on est là, on a des gens, on a des valeurs dans le judaïsme. Et une de nos valeurs, c'est celui qui se lève pour nous tuer. On se lève d'abord et on le tue. Encore plus s'il a déjà commis des actes. Il ne mérite pas de vivre. Et je suis désolé, je vais dire quelque chose contre ce qu'a dit Rose, ce ne sont pas des êtres humains. Des barbares qui se sont permis de faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre, j'appelle pas ça des êtres humains, ils ne méritent pas de vivre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un martyr, c'est quelqu'un qui meurt, Simon l'a dit, qui meurt au combat, qui meurt de leur façon, pour eux, c'est leur façon de combattre, c'est pas une façon de combattre, mais c'est ça pour eux des martyrs. Avec l'humiliation d'être tué par Israël, c'est pas du tout la même chose. Là, on est en train de chercher de donner une réponse. Il n'y aura pas de récompense, il n'y aura pas de cellules chauffées, il n'y aura pas de repas. Les personnes qui vont se lever contre nous, les terroristes, eh bien, on va les éliminer. Et d'ailleurs, on a commencé à le faire par les éliminations ciblées. Mais je pense que d'abord, c'est pas tout à fait juste de rappeler au niveau des valeurs juives, parce que dans les valeurs juives, justement, la peine de mort n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe. Vous ne connaissez pas votre sujet, je m'excuse. Elle existe, la peine de mort. Elle existe très bien, elle existe, mais simplement quand on regarde, parce que vous savez, quand on regarde le droit, il y a toujours la loi et ensuite les décrets et les exceptions. Pour appliquer, selon la Torah, selon le Tanakh, pour appliquer la peine de mort... Non, là, on parle de légitime défense. Je parle de peine de mort. Rapidement, après on avance. Pour appliquer la peine de mort, les conditions sont tellement strictes que l'on dit qu'à l'époque du Beit Hamikdash, il n'y a pas eu de peine de mort. Il y en a eu, je suis désolé, madame. On va pas faire un débat biblique. On ne peut pas se permettre. Je sais que Chaim, vous êtes historien et que vous adorez ce sujet, mais et vous avez écrit un ouvrage comme ça sur l'histoire juive que j'ai lu, mais il faut qu'on avance. Simon Moss, le Hamas, de son côté, avait qualifié le 3 novembre la proposition de loi de, je cite, violation flagrante du droit international. Le mouvement terroriste avait appelé les Nations Unies, la communauté internationale et les organisations pertinentes de défense des droits de l'homme et humanitaires à prendre des mesures immédiates pour arrêter, je cite, ce crime brutal. Une réaction à cette réaction du Hamas ? Ce qui est révélateur, c'est que le Hamas pense pouvoir solliciter et avoir un écho auprès de l'ONU et des organisations internationales. Et si le Hamas a ce sentiment-là, c'est parce que c'est vrai. C'est parce qu'à l'ONU, on a des personnalités comme Francesca Albanese, c'est parce qu'on a des organisations mondiales qui sont complètement gangrénées par une certaine complaisance avec le djihad, et que si le Hamas fait de ces organismes-là des interlocuteurs, c'est précisément parce que, et depuis le début, c'est la stratégie du Hamas, on cherche à isoler Israël sur la scène internationale. Mais évidemment que je ne vais pas revenir sur
sur l'hypocrisie extrême, absolue, indécente d'une organisation criminelle, djihadiste et terroriste qui donne des leçons de droits de l'homme. Enfin, je veux dire, ça se passe de commentaires et je ne vais pas m'abaisser à commenter ça. Mais par contre, ce qui est révélateur, c'est vraiment à qui s'adresse le Hamas, parce que finalement, ça dit beaucoup de ses destinataires. Rost, les Israéliens qui ont voté pour Itamar Ben-Gvir, ils ont aussi voté pour cette loi. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Netanyahou soutient ce projet? Et l'autre question aussi, c'est comment expliquer que des députés qui sont dans l'opposition en Israël votent aussi, pour certains, pour ce projet? C'est une bonne question. Parce que je pense que le 7 octobre est passé par là et que si à un moment donné, on n'élève pas le débat et qu'on se tourne vers d'autres horizons, c'est-à-dire que des solutions politiques. J'entends ce que disait Simon à l'instant, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà les injonctions de la communauté internationale n'ont jamais été respectées par Netanyahou et toute sa bande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez très bien qu'avant le 7 octobre, tout le monde discutait avec le Hamas. C'était, entre guillemets, l'autorité naturelle de la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas parce que entre-temps, il y a eu le 7 octobre que les organisations internationales, les organisations, leur rôle est de ramener tout le monde à la raison pour qu'on puisse aller vers des solutions qui puissent faire en sorte qu'on ne revive pas ce genre. Vous donnez du crédit. Pardon ? Vous donnez du crédit à l'ONU ? Vous avez dit. Attendez. Mais heureusement qu'il y a l'ONU. Alors, je peux vous poser une question ? Je peux vous poser une question ? L'ONU, enfin l'Assemblée générale de 2015 à aujourd'hui, 70% de leurs résolutions visent Israël. Alors vous allez me dire, Israël balaye les droits de l'homme. Parce qu'ils ne respectent rien. Laissez-moi finir. Plus que la Chine, ils respectent moins que la Chine. Et ils ne respectent rien. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, attendez, vous êtes en train de me dire, Rost, qu'Israël bafoue plus les droits de l'homme, même si on vous croit. Même si on vous croyait, attendez, laissez-moi finir. Est-ce que vous pensez qu'Israël bafoue plus les droits de l'homme que le Venezuela, que la Chine, que l'Iran réunis ? Est-ce que oui ou non ? Déjà, la première chose, vous sortez les chiffres qui vous arrangent. Moi, je n'ai pas ces chiffres-là. Mais c'est votre. Vous pouvez les consulter tout de suite. Oui, mais ça, c'est votre lecture des choses. Mais en tout cas, on conteste les chiffres. Voilà. Mais moi, je vous le dis. Laissez Rost répondre. Laissez Rost répondre. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. Les chiffres, ma question qui n'est pas répondue. Les chiffres, vous leur faites dire ce que vous avez envie de faire. Moi, la seule chose que aujourd'hui, le reproche que je peux faire, si je peux faire un reproche à l'ONU, vous répondez pas à ma question. Mais si, je suis en train de répondre à votre question. Mais d'ailleurs, si c'est votre question, moi, c'est ma réponse, comme vous aurez dit Georges Marchais, cher ami. Mais pour revenir pour fuir revenir à la chose, pour fuir une question compromettante. Pour moi, l'ONU, déjà, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est il faut une réforme de l'ONU pour leur redonner un pouvoir de coercition. Merci, Ross. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup. Ils émettent des résolutions. Personne ne les respecte, encore moins Israël. Merci, le respecte. Mais vous voyez la réalité. Stop. Faut qu'on avance. Merci à tous les quatre pour ce premier débat sur la peine de mort pour les terroristes. Nul doute que nous en reparlerons dans cette émission. Passons à présent à notre interview du tac au tac. Bonsoir Stéphanie Robert, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Les Rois du Monde. Vous êtes actuellement en Israël pour une mission auprès d'enfants. Vous allez dans les hôpitaux et dans les orphelinats. Racontez-nous votre projet. Bonsoir, déjà merci de me recevoir. Alors oui, en effet, on est à l'heure actuelle en Israël. On s'est mis un challenge assez ambitieux de louer un car et de partir à 15 bénévoles sillonner les villes d'Israël à la rencontre d'enfants nécessiteux, orphelins, hospitalisés ou victimes de différentes manières du 7 octobre. Vous avez terminé aujourd'hui votre deuxième journée auprès des enfants, de ces enfants, de votre mission. J'imagine que vous avez vécu déjà plusieurs moments très forts auprès d'eux. On a vécu des moments vraiment
extrêmement fort. C'est des up and down On va voir des images s'afficher. Ouais, on a eu vraiment des moments d'up and down émotionnels continuels. Mais c'est vraiment que du bonheur parce que quand on voit ces enfants vulnérables sourire, être heureux et qu'on voit qu'on arrive à apporter un peu de gaieté à ces enfants, on a tout gagné. On a réussi notre mission. Les actions solidaires ont été au cœur de la société israélienne. Tout le monde s'est mobilisé après le 7 octobre. Alors, 2 ans après, lorsque vous venez en Israël, est-ce que vous sentez toujours que cet élan de solidarité existe? Alors, cet élan de solidarité existe depuis toujours, en fait, dans la communauté juive. On s'en est rendu compte de manière très, très forte au moment du 7 octobre. Et je m'aperçois là que la mobilisation par rapport à notre campagne de Hanouka a été énormissime. On a vraiment été très, très aidés, très soutenus, nos donateurs, nos partenaires. Très, très, très soutenue. Je suis vraiment très, très contente de commencer les actions Les Rois du Monde en Israël parce que j'ai l'impression qu'on nous attendait ici et ça nous donne encore plus de force et plus de dynamisme pour continuer et pour faire quelque chose de grand. On a des projets super ambitieux pour 2026 et si ça continue comme ça, je pense que ça va bien se passer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée votre journée d'aujourd'hui? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait? Qui est-ce que vous avez rencontré? Alors aujourd'hui, on a été à l'hôpital Mayane Yeshua à Bnei Brak. On a vu une centaine d'enfants. On est venu avec les mascottes, on a apporté les ballons, on a apporté des jouets pour chaque enfant. Donc on fait bien attention à ce que les jouets soient adaptés, on demande les listes en amont. Alors c'est très compliqué de les obtenir, mais on fait en sorte de les avoir. Je suis très aidée par mon ami Samuel Lévy, qui est souvent chez vous d'ailleurs. Oui, un fidèle de l'émission. Qu'on voit d'ailleurs dans les photos. Et qui nous aide beaucoup. Et on on essaye d'avoir les listes en amont pour vraiment être précis dans notre distribution et faire vraiment très plaisir aux enfants. Ce qui fait toute la différence. Parce que quand ils reçoivent quelque chose qui leur correspond, ça fait toute la différence. Mais Les Rois du Monde n'est pas une association qui agit seulement en Israël. Vous avez 20 ans d'histoire. Voilà, on a 20 ans d'histoire, l'âge de mon fils. Et on a fait des actions dans énormément de pays. Et depuis le 7 octobre, c'est vrai qu'on se dit qu'on a vraiment, vraiment envie d'agir de plus en plus en Israël parce que on laisse notre cœur parler comme on a fait depuis 20 ans. Dans quel pays, par exemple? On a travaillé beaucoup en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Maroc, en Italie, à Zanzibar, en Suisse, voilà. Vous connaissez le principe de l'émission, j'imagine que Samuel vous a raconté ça. Il y a des panélistes autour de moi en plateau, je vais les faire réagir brièvement et après je reviendrai vers vous. Myriam, une réaction à ce que vous venez d'entendre? C'est beau, en tant que mère, je trouve que c'est magnifique. Et puis ça donne de l'espoir aussi beaucoup. Vous savez, comme on dit depuis 2 ans, on s'est senti très isolé, très seul. Et il y a peu de monde qui s'est occupé surtout de nos enfants. Parce qu'on parle beaucoup des enfants palestiniens, et c'est normal, parce que il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Mais par contre, il n'y a pas de raison non plus qu'on ne parle pas des enfants israéliens. Et les enfants israéliens souffrent énormément, principalement depuis 2 ans, entre ceux qui ont perdu des membres de leur famille, ceux qui ont été traumatisés par tous les enfants qui ont été traumatisés par le climat de guerre qu'on a vécu pendant 2 ans, ceux qui ont des membres de leur famille qui sont sous les drapeaux de façon permanente. Donc nos enfants, et on va le voir malheureusement pour les années à venir, les générations à venir, je pense qu'on va subir les conséquences de tous les traumas que nos enfants ont vécu. Et de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nous aider et pour donner un peu de chaleur et de sourire à nos enfants, ça apporte de la lumière. Merci beaucoup. J'imagine que ce sentiment est partagé par tous les panélistes. Stéphanie, une dernière question. Comment, concrètement, nos téléspectateurs peuvent-ils soutenir votre association? On voit ici un lien Allodon qu'on a affiché, mais si vous avez d'autres moyens pour qu'on puisse vous contacter, c'est le moment. Alors, on a un site internet, lesroisdumonde.org. Ils peuvent nous envoyer des mails, des messages pour se porter volontaires, parce qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles en Israël.
on s'aperçoit qu'il y a énormément de travail et on est sollicité dans énormément de villes. Donc, on est en train de réfléchir à comment ajuster ça au mieux. On a vraiment besoin de bénévoles, besoin de partenaires parce qu'on a besoin de jouets neufs, on a besoin de maquillage, on a besoin de produits, d'IFI et tout ça. Et on donne l'opportunité aux entreprises de pouvoir nous aider. Donc, on ne compte pas forcément sur l'argent des dons à 100%, mais on demande à chacun, nous, notre objectif, c'est que chaque personne prenne la responsabilité morale d'une personne, d'un enfant. Et vraiment, on préfère que les dons soient petits et qu'on sache que cette personne va aider un enfant et qu'ils soient très nombreux. Merci beaucoup. Ça nous tient à cœur de laisser la mitzvah se faire à tout le monde. Merci beaucoup Stéphanie Robert d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour la suite de votre mission en Israël. Tout le monde vous félicite ici en plateau. Merci et on en parlera avec Samuel Lévy lors de son prochain passage. On n'y manquera pas. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. À tout de suite sur i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב משם. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite.
tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Ross, Simon Moos, Chaim Berkovitz et Myriam Azoghi-Alvax. Je vous propose maintenant, comme c'est la tradition après la publicité, de faire le tour du reste de l'info. Et Rost, je commence avec vous. Attention, je n'insulte personne, je reprends des mots de la première dame, sale conne. Les propos de Brigitte Macron sur les féministes au spectacle d'Harry Habitant prennent une tournure politique et enflamment les débats. Ross, est-ce que vous avez suivi cette affaire ? Mais, vous savez, on est arrivé à une période, on est dans une période, on est en train de traverser une période assez particulière quand même, où la liberté d'expression aujourd'hui devient le fait d'être raciste et de le dire ouvertement sur certaines chaînes d'opinion qu'on est raciste, et c'est ça qu'ils appellent la liberté d'expression. Ce dont je parle, les gens savent les références dont je parle. Et donc, on est en train de tout retourner sur cette époque. Qu'est-ce qu'on laisse comme image ? Qu'est-ce qu'on laisse comme référence à nos enfants, aux plus jeunes ? Quel regard ils vont avoir sur le monde ? Vous savez, je suis en train de terminer un bouquin là-dessus, et je peux vous dire, si on ne prend pas conscience des dérives, du glissement vers le gouffre dans lequel on est en train d'aller, petit à petit, on va tous, je le dis bien tous, ensemble, on va couler. Simon, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Bah écoutez, une réaction à ce que je viens d'entendre, j'ai pas très bien compris le rapport avec le racisme, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je vous dis les dérives Brigitte Macron a été filmée en train de dire ses propos sur celle qui manifestait contre Harry Habitant. Pardon, j'ai la voix un peu cassée. Mais en fait, Harry Habitant a été mis en examen et l'affaire a été classée sans suite. Il y a eu un non-lieu. Donc en fait, ce sont pas pour la citer, ce ne sont pas des connes, ce sont des fanatiques, celles qui manifestent contre Harry Habitant. Pourquoi ? Parce que malgré l'innocence juridique d'Harry Habitant, eh bien, elle considère que comme c'est un homme, il est coupable. Il y a une présomption de culpabilité. Et ça, c'est une forme de sexisme, parce que comme il est un homme, comme c'est un homme, eh bien, il est coupable, malgré l'innocence qui a été qualifiée par la justice. Et donc, on est face, non pas à des débiles, non pas à des imbéciles, mais face à des fanatiques sexistes. Et une fanatique, c'est bien plus dangereux qu'une conne. Oui, mais sauf que l'expression est... Voilà, on ne peut pas tolérer ça aujourd'hui, surtout venant de la tête. Non, je suis désolé, non, nous sommes les exemples. Ça veut dire quoi, ça ? On doit l'interdire ? Nous sommes des exemples. On doit l'interdire ? Interdire quoi ? Vous avez dit on ne peut pas tolérer. Il faut interdire les gens de s'exprimer. Mais non, je ne dis pas qu'il faut interdire. Je vous dis tout simplement que utiliser ces termes-là, on démocratise les injures et que on sait que les gamins ont besoin d'exemples. À une époque où on est en train... choqué ou trop. Moi, je peux vous dire que si c'est choquant, que vous le dites en privé, c'est une chose. Mais de la part d'une première dame, de la part de quelqu'un... C'était pas une allocution, officielle. C'est comme Macron qui traitait les gens des riens et etc. Ah bah si, je suis désolé. Personne n'a lu Brigitte Macron. Peut-être, mais toujours est-il que c'est la première dame. Chaim Berkovitz, votre information. On part en Argentine. Alors que 127 députés argentins nouvellement élus prêtaient serment à Buenos Aires, la semaine dernière, plusieurs se sont écartés de la formule traditionnelle pour jurer allégeance. Et ils ont juré allégeance à une Palestine libre.
Une réaction, Khaïm? C'est dans le sujet, dans le monde aujourd'hui. On va parler de Palestine, on ne sait même pas où c'est. Je suis presque persuadé que toutes ces personnes qui ont prêté allégeance, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils savent que la Palestine n'existait pas, ils savent que la Palestine n'existe toujours pas, ils savent que le fait de prêter allégeance à la Palestine, ça veut dire qu'on ne veut pas de l'État d'Israël. C'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Aujourd'hui, lorsqu'on prête allégeance à la Palestine, lorsqu'on dit Free Palestine un petit peu partout dans le monde, eh bien on pense à une seule chose. On masque son antisémitisme. On masque son antisémitisme avec de l'antisionisme. Et ça, c'est très très grave. Free Palestine, c'est de l'antisémitisme? Évidemment. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, même évidemment. avant. Depuis le 7 octobre, je dirais même mieux depuis le 8 octobre, à partir du moment où il n'y avait pas un soldat. Si. Si, en fait, parce que vous voyez, le problème, c'est que moi, j'ai jamais été, avant le 7 octobre, contre l'idée d'un État pour les Palestiniens. Parce qu'en tant que sioniste, je considère que celui qui va avoir un État, eh ben, il a le droit, et il a le droit de décider pour lui-même. Chacun a le droit de décider pas sur notre terre. Pour soi-même. Ça, c'est une chose. Après, la question du territoire, c'est une question qu'on doit voir avec nous, parce qu'il s'avère que nous aussi, on est sur ce territoire-là. Donc, c'est quelque chose qui doit se voir entre Palestiniens et Israéliens. Ça, c'était avant le 7 octobre. Maintenant, à partir du 7 octobre, donc on disait Free Palestine, bon, je ne sais pas de quoi, mais... soit. À partir du moment où le 7 octobre, on a déjà, même le samedi après-midi, on voit dans certaines villes au Canada, par exemple, en France et un petit peu partout, on voit déjà des manifestations spontanées qui débarquent et qui disent Free Palestine, alors qu'il n'y a pas un seul soldat qui a mis le pied déjà à Gaza, qu'on est encore sous un effet de chaos complet, qu'on ne sait pas encore combien il y a de morts, combien il y a de soldats, combien il y a de Nourba qui sont rentrés sur notre territoire. Aujourd'hui, quand on nous dit Free Palestine, from the river to the sea, ça veut dire une seule chose, ça veut dire sans Israël. À partir de là, il n'y a plus de discussion possible. On ne parle pas de gens qui veulent vraiment travailler pour les Palestiniens. Une réaction rapide et après on avance. Sauf que, alors... Je vous entends, mais sauf que le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre. Donc, c'est aussi une raison qu'il faut savoir. C'est-à-dire que les gens... Raison, ça fait des siècles que les Juifs sont tués je peux parler, en terre d'Israël par les Arabes. Je ne coupe jamais quand vous parlez. Merci de me respecter. Juste, donc, le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre. Et ça, il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, qui se battent depuis très longtemps pour qu'il y ait l'existence des deux États et que je vais dire un mot qui va vous choquer comme d'habitude, mais que cet apartheid cesse. Voilà. Donc tout ce qui se passait là-bas avec les colonisations, avec la colonisation, etc. Je suis désolé, oui, il y a des gens qui se battent pour ça. Donc vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, mais le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre. Je suis désolé. Ok. Je peux répondre ? Non. Simon, votre information. Le commentaire du maire socialiste d'Augignac fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Oui, au boycott, la France est trop youpine pour boycotter, a écrit Bernard Bazinet et Myriam Dioua, sous une publication Facebook du journal Libération datée du 4 décembre et relative à la participation d'Israël à l'Eurovision. Contacté par Issy Périgord, le maire socialiste d'Augignac, depuis 2020, affirme qu'il regrette. Bernard Bazinet, c'est son nom, est adhérent au Parti socialiste depuis de nombreuses années. Une plainte va être déposée par la LICRA. Simon, une réaction? Ma réaction, elle est simple. Je ne vais pas réagir à chaque fois que la gauche nous montre de jour en jour sa proximité, voire son plongeon dans la haine anti-juive la plus débridée. Vous savez, on peut parler d'un cas isolé ou de cas individuels. La réalité, c'est qu'il y a un parti qui s'appelle la France Insoumise. Ce parti a fait d'une femme qui s'appelle Rima Hassan sa figure de proue. Rima Hassan, c'est une femme qui met sur Instagram des vidéos qui sont rythmées par des musiques à la gloire de Yahya Sinwar, qui est un djihadiste, qui est le pire djihadiste du XXIe siècle avec Osama Ben Laden et qui est le plus grand criminel du XXIe siècle. Ça n'a pas suffi à la France Insoumise à l'exclure. Justement, c'est une forme de promotion, parce que c'est exactement ce qu'ils attendent d'elle. Et la France Insoumise a des alliés. Le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti communiste. Donc à partir du moment où on s'allie à un parti qui a fait de la haine anti-juive son premier argument électoral, je ne vais pas m'émouvoir de tel ou tel cas individuel. À partir du moment aujourd'hui où vous acceptez l'étiquette socialiste,
je dis bien socialiste, vous acceptez une alliance avec un parti qui a fait de la destruction d'Israël son objectif affiché, sur leurs affiches d'ailleurs. Maintenant, ce n'est plus... Même plus l'État d'Israël, mais j'adore parce que mon voisin Rost est dans un déni de réalité. Non, mais c'est pas grave, welcome, bienvenue, réveillez-vous, c'est pas grave. Vous êtes lunaire. Je suis lunaire. Oui, parce que avant c'était LFI, maintenant ce sont les socialistes alors. Mais ils sont alliés à qui ? Non mais c'est extraordinaire. Non mais franchement, vous dites quoi de ceux qui se sont alliés au parti d'extrême droite ? À un moment, il faut arrêter les délires. Au parti d'extrême droite. Il faut arrêter le délire. Alors laissez-moi parler s'il faut arrêter le délire. Laissez-moi finir s'il faut arrêter le délire. Attention. Ouais, Une réaction à Tel Aviv, parce que lorsque j'ai lu cette actualité, vous avez réagi spontanément. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus, Myriam. Parce que c'est forcé que ça fasse penser à tout le vieil antisémitisme mêlé du nouvel antisémitisme, quoi. La boucle est bouclée. Chaim ? Ça suffit pas de s'excuser. Lorsqu'on sort ce genre de propos, il faut démissionner. Il faut que cette personne, elle ne puisse plus parler en public. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire peine de mort. Ça, je suis d'accord. Non, mais c'est très grave. Mais c'est très grave. J'ai eu peur. Il faut réaliser que c'est très très grave. C'est l'antisémitisme qui renaît. Et il faut pas le laisser sortir de terre. On ne peut pas laisser sortir. Après, je vais avoir un papier dans le Figaro pour dénoncer les propos de Chaim Berkovitz. On a déjà eu ça avec Nili Kupfer-Naori. Je ne sais pas si vous avez vu Ross pour l'émission de la semaine dernière. On a eu le droit à un joli papier dans le Figaro. Voilà. Évidemment, il faut faire parler de l'émission. Mais c'était honteux. Ce qu'elle avait dit, c'était honteux. Bon, elle s'est expliquée longuement. C'est la faute des Arabes, les accidents là-bas. C'était une honte. Il y a un débat là-dessus, Ross ? Non, on ne débat pas. On avance. Myriam, votre information. D'après les informations publiées par nos confrères de Voilà, le président Donald Trump devrait annoncer la création du Conseil de la paix avant Noël. Un haut responsable du département d'État a déclaré à la publication israélienne que cette initiative intervient alors que des progrès remarquables ont été réalisés dans la mise en œuvre du plan en 20 points du président pour Gaza, la Maison-Blanche préparant d'autres annonces importantes dans les semaines à venir. Est-ce que vous y croyez à l'application du plan Trump ? Alors, je l'espère fort. Aujourd'hui, malheureusement, la réalité sur le terrain est un petit peu différente de la croyance et de l'espoir, parce que quand on écoute Hamas et toutes ces dernières déclarations sur le fait que, non, pas du tout, il était absolument pas concerné par ce qui se passait, que le plan Trump et le désarmement, c'était pas au programme. Et puis on le voit, quoi, il essaye de reprendre et il se réarme et il fait du recrutement aussi. Et puis accessoirement, il liquide un paquet de Palestiniens aussi. Ça, on n'en parle pas non plus. Donc un peu difficile d'y croire en ce moment, mais et puis on ne sait pas ce qu'on fait aussi de notre côté, à nous, du côté israélien, c'est pas très très clair non plus. Pourquoi on attend ce qu'on attend ? On a toujours encore un otage. J'espère vraiment finir avec ce pins d'ailleurs. On a toujours un otage qui est là-bas après plus de 2 ans, et ça c'est quand même absolument hallucinant. Alors que le plan, ça devait être que ça y est, ils sortaient tous d'un seul coup. Dans les 72 heures. Donc on est quand même dans une histoire un peu macabre. Donc j'espère. On parlait de Donald Trump, on va continuer de parler de Donald Trump. Merci beaucoup à tous pour le tour de l'info. Et on passe au second débat de l'émission. Donald Trump a averti lundi que l'Europe prônait, je cite, certaines mauvaises directions, quelques jours après la publication par Washington de la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis qui a ciblé les pays européens sur la question de l'immigration. L'Europe doit faire très attention, a déclaré le président américain à la presse, à la Maison-Blanche, ajoutant « L'Europe prend certaines mauvaises directions, c'est très mauvais pour les gens. Nous ne voulons pas que l'Europe change autant. » Cette inquiétude américaine a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. La civilisation européenne est-elle en danger, comme l'affirme Donald Trump? Simon défend le oui, Rost défend le non. Ça se débat, saison 1, épisode 22. Débat numéro 2, face à face numéro 2, c'est parti. Simon, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui, Simon, c'est à vous. Allez-y, Simon.
Pour survivre, une civilisation a besoin à la fois d'inclure et d'exclure. Inclure quoi? Eh bien, de nouvelles technologies, de nouvelles idées, des savoir-faire venus d'étrangers. Exclure quoi? Eh bien, des choses qui sont incompatibles avec sa cohésion sociale. Il y a à peu près un siècle, Adolf Hitler et l'Allemagne nazie ont plongé l'Europe dans la destruction à cause de l'exclusion extrême. Et en réaction, l'Occident s'est forgé, les générations en Europe se sont forgées. Comment? Eh bien, sur l'extrême inverse, le fanatisme inclusif. Et en fait, à force de vouloir tout inclure, de vouloir faire venir chez soi des millions et des millions de personnes, à force de vouloir inclure tout ce qui est, eh bien, on finit par s'exclure soi. Quand on préfère dire bonne fête à joyeux Noël, c'est un symptôme, un exemple, une touche de cet effacement civilisationnel que pointe du doigt Donald Trump. Et il a raison. 1 minute, c'est à vous. Alors, pour une fois, je vais être d'accord pour quelques secondes avec lui sur le fait que... Non, mais je vous ai pas coupé. Allez-y. Je suis d'accord avec vous. Allez-y. Pour une fois, je partage une chose, c'est remplacer joyeux Noël par bonne fête. Moi, ça me scandalise. Le fait qu'on n'ait pas des crèches dans les mairies, etc. Personnellement, je trouve que l'être humain doit avoir une tolérance et une ouverture sur l'autre, chose qu'on est en train de perdre. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et je trouve ça scandaleux. Toutefois, la société évolue. Il ne faut pas oublier que l'Europe a une histoire, elle a une histoire coloniale. Moi, j'étais français avant certains, même qui sont en Alsace, par exemple. Et donc, je veux dire, il y a une histoire, il faut composer avec cette histoire-là. Il y a une génération qui est arrivée, qu'on a mis au premier rang pour défendre la France, pour être la chair à canon, pour pouvoir faire en sorte que ceux qui aujourd'hui nous détestent, qui sont des racistes, qui sont à l'extrême droite, c'est grâce à nos grands-parents que eux-mêmes sont vivants aujourd'hui. Donc, je pense que Donald Trump, on n'a aucune leçon à recevoir de lui, vu ce qu'il fait aux États-Unis actuellement, avec ses milices qui chassent les migrants. Rose, vous avez vu, je vous ai laissé plus de temps parce que vous avez été perturbé par notre ami Simon. Et m'a coupé. C'était pas de la perturbation. Chaim, sans surprise, j'imagine que vous allez voter pour Rost. Eh ben non. Ah ben non, c'est surprenant ça. C'est surprenant. Non, je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a un symptôme qu'on peut voir en Europe, c'est l'antisémitisme. Et lorsqu'il y a l'antisémitisme, ça montre quelque chose. Ça montre que ça va mal. Aujourd'hui, on tolère l'antisémitisme, on ne se bat pas contre l'antisémitisme. Une nation... Mais comme le racisme. Une nation comme la France. Je parle de l'antisémitisme. Aujourd'hui, ceux qui payent, on peut regarder le nombre d'actes d'antisémitisme qui a augmenté ces dernières années et qui est toujours en augmentant. Un pays, un État qui laisse faire ce genre de choses, un État qui constate un tel antisémitisme, c'est des signes pour ce qui va se passer dans l'avenir. Alors oui, je pense qu'il y a un grave problème. Myriam, Donald Trump a déclaré « Quand vous regardez Paris, c'est un endroit totalement différent. J'adorais Paris. Londres, vous avez un maire horrible et vicieux. J'adorais Londres et je déteste voir cela arriver. » Une réaction aux constatations de Donald Trump ? Je ne sais pas par rapport à Donald Trump. Moi, ce que je sais quand même, c'est que c'est plutôt inquiétant de voir, la France perdre un petit peu de ce qu'elle est, sans tomber dans la franfreluche et l'extrémisme de tous bords d'ailleurs. Mais je dirais qu'un pays, une identité, une majorité d'un pays qui perd son identité n'est plus en mesure de protéger les minorités et les identités des minorités. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Donc, c'est pas tellement oui ou non l'avertissement de Donald Trump, parce que, c'est pas tellement ça. Mais je pense qu'en termes de civilisation, oui, c'est inquiétant. Et pour répondre un petit peu à vous et un petit peu à vous aussi, Rost, c'est la question du racisme. Oui, absolument. Personne ne va dire ici que le racisme, c'est super et que ça n'existe pas. Simplement, ce qu'on sait et ce que l'histoire a prouvé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un antisémitisme débridé, c'est systématiquement le symptôme d'une société malade, et ça permet de savoir, et à la limite, c'est une chance pour toutes ces sociétés de se rendre compte que, il y a peut-être un problème chez nous qu'il faudrait régler. Et on sait très bien que ça commence toujours par les Juifs, ça finit jamais par les Juifs. Et je comprends pas pourquoi on ne nous écoute pas, alors qu'on nous dit, alors qu'on ne cesse de dire, ça ne nous concerne pas que nous. On est les premiers, on est l'apéritif.
Et ça concerne aussi, et alors là, le racisme, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que si nous, on est déjà en apéritif, le reste, ça va être... Ross, on va recentrer un peu le débat sur les déclarations de Donald Trump. Mais clairement, les peuples européens, ils votent pour des représentants, ils votent pour un parlement. En Allemagne, ils votent pour un président de la République. En France, ces gens-là présentent des programmes. Les peuples européens votent pour des représentants qui, dans leur programme, souhaitent accueillir plus d'immigration. Alors, concrètement, de quoi se met Donald Trump ? Non, mais justement, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, vous savez, les dirigeants sont factuels. En Italie, vous avez Giorgia Meloni qui est arrivée au pouvoir sur un programme anti-immigré. OK ? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la foulée ? Elle a fait de la réelle politique, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que son pays, sans les immigrés, ne vaut rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait venir 500 000 personnes et elle a signé un décret il y a quelques mois pour en faire venir 600 000 autres. La réalité, elle est là, c'est factuel. Les étrangers, la plupart du temps, les gens ne quittent pas de gaieté de cœur leur pays. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Personne ne quitte de gaieté de cœur leur pays. Qu'on arrête de piller ces pays d'où viennent ces gens-là, qu'on arrête de piller les sous-sols de l'Afrique, par exemple, qu'on arrête de piller les richesses, et vous verrez que les gens sont mieux chez eux qu'à traverser la Méditerranée, à prendre tous les risques de terminer, de mourir en Méditerranée, comme c'est le cas qui est devenu un cimetière à ciel ouvert depuis des années. Et vous verrez que les gens seront beaucoup mieux chez eux s'ils profitent de leur propre richesse plutôt que ça serve à construire les pays occidentaux qui ont la main sur toutes les richesses de ces pays. Et ça bouge. Vous prenez le Mali, l'AES, etc. Ils sont en train de bouger les choses. Les nouvelles générations sont conscientes de ça et les choses vont bouger. Qu'ils le veuillent ou non, la France-Afrique, ça va se terminer et petit à petit, ils arrêteront de piller nos pays et les gens ne viendront plus ici. Vous verrez bien. Et on verra qui va s'occuper de leurs hôpitaux, qui va s'occuper de leurs grand-mères quand elles sont dans les EHPAD, etc., etc., etc. Qu'ils aillent le faire eux-mêmes, on va voir. Simon, d'accord. Simon, allez-y. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le discours de gauche par essence, à savoir c'est la faute des Occidentaux. Oh, on a un problème, c'est la faute des Occidentaux. Je n'ai pas dit ça. Laissez-moi parler. Je n'ai pas dit ça. Vous avez parlé des problèmes en Afrique et la première idée qui vous est venue à l'esprit, c'est que les Européens pillaient le sol africain. C'est la première. Non, c'est pas ce que j'ai dit en premier. C'est la première chose que vous avez dit. Vous entendez ce qui vous arrange. Mais vous savez, on va parler de l'Afrique. Ça fait partie des parce choses. Parce que j'adore quand on a des personnalités qui nous parlent de l'immigration comme une chance ou comme quelque chose de pas problématique. Je vais vous montrer êtes immigré, monsieur. Ça ne veut pas dire que l'immigration en tant que Vous êtes un immigré. Moi, ça fait 4 siècles que je suis français. Vous êtes immigré. Attendez, laissez-moi finir. Mon interlocuteur est originaire du Togo et donc je me suis intéressé au Togo. Et si vous comparez l'Afrique du Sud avec le Togo, il y a une différence fondamentale. L'Afrique du Sud a été colonisée par peuplement. Le Togo a été une colonie d'exploitation. Si vous regardez le Togo, si vous regardez le Togo d'avant la colonisation et après, les structures ethniques ont quasiment pas changé. On a toujours les Kabyetièmes, on a toujours les Ewe, on a toujours l'organisation, j'ai pas la prononciation, pardon, l'organisation ethnique. Donc ça n'a pas effacé la culture locale. Mais en Afrique du Sud, il y a eu un peuplement, une immigration de masse via la colonisation. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui n'a rien à voir d'un point de vue civilisationnel avec l'Afrique du Sud avant la colonisation. Mais parce qu'il n'y a pas eu l'apartheid au Togo. Il n'y a pas eu l'apartheid au Togo. Donc il y a eu la colonisation au Togo. Oui, mais vous n'avez pas attendez. la souffrance du Togo. La colonisation du Togo est toute relative parce que ça a été un protectorat allemand. Et puis français. Non, c'était d'abord français avant d'être allemand d'ailleurs. Ça a été après sous protectorat allemand. Sous protectorat allemand. Je connais l'histoire de mon pays. C'est pour ça. Messieurs, donc appliquez ça à la France. Merci beaucoup, messieurs. Appliquez ça à la France. Mais parce que vous croyez qu'il n'y a pas de Français là-bas ? Je reprends la main. Messieurs, désolé, je reprends la main. C'est très intéressant, mais il faut avancer parce que c'est le moment que nos téléspectateurs attendent tous, et en plateau aussi, j'imagine, la carte blanche de Julien Lassalle. Bonsoir, good evening, hola, shalom, salam alaikum, buongiorno, dobro utro, c'est bonjour en croate. Let's get it. Première info, bad news, Donald Trump à la vision, il dit que l'Europe va mourir. Bah ça fait peur, mais apparemment il a la solution, transformer l'Europe en un nouvel État américain.
Une Europe à la Donald, avec Trump partout, tout le temps, ce serait Trumpland. Du coup, fini l'euro, voici le Trump Coin, et sa valeur dépendra de son humeur. Il est heureux, plus de 20%, il est triste, moins 300%. Et les fromages français dans tout ça. Fini le Roquefort, fini le camembert. Trop d'odeur, trop de cholestérol, que des mac and cheese, triple XL. Tu manges un morceau, tu perds 3 années d'espérance de vie. Et ben moi tout ça, ça me fait peur. Voilà, l'Europe va mourir. Non, moi je veux continuer mon aventure. Je veux continuer mon histoire avec toi, Raphaël, sur I24. Let's get it. Deuxième info, Brigitte Macron est en roue libre. Dimanche, elle a insulté des militantes féministes en les traitant, je cite, de sales connes durant le spectacle d'Harry Habitant. Et ben voilà, Brigitte, quand elle prend la parole, c'est pas pour rien dire. Si son mari pouvait faire de même, voilà une première dame qui parle comme nous, comme les Français, au volant. Elle est proche du peuple, c'est ça qu'on veut. Ce serait bien d'ailleurs qu'elle commence à écrire les discours de son homme, même mes chroniques si elle veut. Non, pas mes chroniques en fait, non. Bon, en tout cas, Harry Habitant, depuis dimanche, il arrête pas de remercier Brigitte. Normal, elle lui a fait une super campagne de pub, gratuite en plus. Du coup, Brigitte, si tu m'entends, je m'appelle Julien Salle, je suis chroniqueur I24, j'ai 47 ans, de moins que toi, et j'ai eu 17 au bac de français. Allez, Bidimos, c'est Soutra, Raphaël, ça veut dire à demain en croate. Et voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à Myriam. Comment ça s'est passé cette première? Eh ben, ça va, c'était bien. Vous revenez? Ouais. Merci à tous, merci à Khaï, merci à Ross, merci à Simon. Restez avec nous tout de suite sur i24 News, un point complet sur la formation avec Dror Ben Sapir, suivi d'Innov Nation présenté par Christopher Barolin. Bonne soirée sur i24 News.